Alors pour cette séance, donc on va poursuivre en fait la partie que nous avons commencé la dernière fois. Bon, ça concernait donc Angular. Alors comme je disais donc en fait la présentation que j'ai faite la dernière fois, donc normalement ça suppose que vous avez déjà regardé un peu ce qui a été fait déjà l'année dernière, donc sur les concepts de base de Angular. Donc je pense que ça c'est un acquis. Bon, la dernière fois, donc, nous avons vu comment créer un exemple d'application qui est, comme vous le voyez ici, donc c'est un exemple qui permet de gérer des produits. En fait, les produits sont stockés dans en fait, nous avons utilisé, bon, côté backend, ça a été l'occasion pour moi de vous montrer comment utiliser JSON Server. Bon, ça c'est très pratique, en tout cas, si vous voulez développer la partie front-end. Et vous pouvez mettre en place un back-end assez rapidement pour tester votre application front-end. Donc, et après, par la suite, vous pouvez brancher votre application à la vraie application back-end qui peut être développée par une autre équipe ou par vous-même. Donc, la dernière fois, donc, je vous ai montré comment utiliser donc, JSON Server, comment l'utiliser, comment revenir sur les fondamentaux de Angular, comment utiliser Reactive Forms en partie donc, pour créer les formulaires. Et maintenant, justement, l'exemple, c'est un exemple qui permet donc en fait, d'afficher tous les produits, sélectionner des produits, afficher les produits sélectionnés, afficher les produits qui sont disponibles et après ajouter de nouveaux produits. Et donc tout ça, on a déjà fait. Rechercher également des produits. Et pour chaque produit, on va pouvoir le sélectionner, le supprimer, le désélectionner, etc. Donc ça, c'est des opérations que nous avons montré comment faire pratiquement toutes ces opérations. Également, au niveau du formulaire, nous avons vu comment utiliser Reactive Forms pour pouvoir gérer, pour pouvoir faire la validation du formulaire, etc. Donc ça, c'est quelque chose de fait. Alors, sauf que, en fait, le développement que nous avons fait la dernière fois, nous sommes basés sur en fait un composant product, mais dans ce composant product nous avons pratiquement regroupé tout ça. Donc c'est-à-dire dans le même composant nous avons cette barre de boutons de recherche. Nous avons également en fait cette partie qui permet d'afficher les produits. Donc ce qui fait que nous avons en quelque sorte regroupé tout cela dans un seul composant. Et ben, du coup donc vous avez un component qui est trop grand. Et généralement, dans les bonnes pratiques de développement, ça c'est pas bien. C'est-à-dire quand vous développez, parmi les bonnes pratiques, il faut toujours découper vos composants en de petits composants. Alors pour faciliter d'abord la maintenance, pour faciliter les tests, mais également pour faciliter la réutilisation. Donc globalement, ça fait partie des bonnes pratiques. Ben, justement, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. On va repartir sur l'exemple que nous avons fait la dernière fois. Et donc nous allons voir comment décomposer en fait notre component product component que nous avons en un seul bloc. On va le décomposer d'abord en un composant qui est product navbar component, c'est-à-dire celui-là. Donc on va le séparer, c'est un composant séparé dans lequel on va mettre donc tous ces boutons de navigation, de recherche, etc. Également, nous allons créer un autre, nous allons à l'intérieur duquel on va mettre un composant product list component, c'est celui-là, dans lequel on va afficher la liste des produits. Et dans product list lui-même, donc on va essayer d'afficher un ensemble de produits et chaque élément, chaque ligne, si vous voulez, chaque ligne de produits, product item, on va créer en fait un composant, un petit composant qui s'appelle product item component et dans lequel on va afficher donc les informations sur le produit. Alors pour cela, donc, quand on va partir sur cette partie-là, la décomposition, là vous serez obligé de comprendre un certain nombre de concepts sur Angular. Par la suite, comment faire la communication, c'est-à-dire comment à partir de ce composant, quand je clique sur un bouton à partir de ce composant, comment envoyer un événement vers ce composant-là. Parce qu'en fait, à vrai dire, les données, ils sont gérées par le composant, ils sont là. Les opérations, c'est ce composant qui va être lié au service, c'est-à-dire c'est toujours c'est là où on va gérer donc les données et il y a les opérations qui sont liées à la couche service. Mais après vous avez un composant, c'est des composants, vous avez une hiérarchie de composants
à partir de, par exemple, Product Navbar, quand je clique par exemple sur ce bouton-là, c'est au niveau de Product Navbar, ben, tout simplement comment on va essayer donc d'envoyer un événement vers ce composant. C'est-à-dire comment faire la communication entre les composants. Nous allons voir comment faire ça. Mais la même chose, quand je veux par exemple afficher la liste des produits, ici donc j'ai les données, alors comment également transmettre des données, des inputs vers les composants, on va dire enfants, c'est-à-dire les child components. Donc autrement dit, donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc il y a des inputs pour les composants, euh, c'est-à-dire il y a des inputs qu'on va transmettre pour les child components. Et après il y a des outputs comme ça. C'est-à-dire quand il y a un événement qui se produit là, également vous avez une communication qui va se faire du child component vers parent component. Bon, alors ça c'est il y a des techniques. Donc on va essayer donc de voir ça. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc on va voir techniquement parlant comment faire cette opération. Et après on va voir quand vous avez une hiérarchie une grande hiérarchie de composants, vous allez devoir gérer un peu cette communication. Et après, vous allez constater que ça devient un peu plus compliqué, en tout cas quand vous avez une telle hiérarchie. Et après, par la suite, nous allons voir qu'il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser pour faciliter cette communication. Donc, c'est ce que nous allons voir, principalement en utilisant, en créant un service dans lequel on va créer un subject. On va voir comment faire ça sur Angular. Et dans ce subject-là, donc on va donc utiliser donc un observable. Ben, il dit que donc le composant, il peut faire des subscribe vers l'observable. Et après, donc par exemple, chaque composant, quand il y a un événement qui se produit sur chaque composant, il suffit donc de publier, de faire un publish de publier un message, une action. Et forcément, donc, quand il y a une action qui est publiée, automatiquement le composant va recevoir et après il peut effectuer une opération. Alors là encore, on va retomber sur un modèle qui est beaucoup plus simple à faire et plus, on va dire, élégant. Et après, quand vous essayez de faire ça, vous allez vous rendre compte que finalement, que vous êtes en train de chercher une solution qui vous permet donc de gérer en quelque sorte ce mécanisme. Et si c'est-à-dire si vous êtes un peu satisfait globalement, si vous maîtrisez ça, alors vous pouvez toujours travailler de cette manière. Mais sinon, ben, tout simplement, vous allez voir qu'il y a on va dire, il y a un framework qui permet donc de faire tout ça, qui permet de gérer le state, de centraliser la gestion du state de l'application. Donc j'en ai parlé la dernière fois, ça s'appelle NGRX. Et on aura la prochaine séance, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire tout ça. Alors probablement pour terminer cette partie-là, donc on aura une séance, la prochaine séance dimanche prochain. On va terminer donc cette partie-là et comme ça vous aurez fait pratiquement tout ce qui concerne Angular. Donc ça c'est un peu ce que je vais vous montrer après. Alors pour faire tout cela, donc alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ben, tout simplement, on va revenir. Si vous vous rappelez la dernière fois, donc quand on a terminé, on a publié donc le code source sur GitHub. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer la version. Là, on s'est arrêté la dernière fois. Alors, les repositories. Alors, je crois c'était donc c'est quel repository? Ça doit être celui-là. C'est Angular App Product Model 1. Vous me confirmez, c'est bien ça? Oui, Oui, ok. Alors, donc ça, c'est le code source que nous avons fait la dernière fois. Je vais copier donc le lien du repository. Et donc, c'est celui-là. Et après, donc, je vais faire un clone. Donc, je vais charger le code. Alors, je suis dans Tools, je suis dans Apps. Donc, c'est pas Tools. Alors, je suis dans le dossier Angular 11 la dernière fois. Ben, je vais créer un dossier que je vais appeler Science 2, tout simplement.
séance 2. Séance 2, voilà. Et là, donc, je vais créer, donc, je fais git clone et voilà, je mets coller le, voilà, ça c'est mon repository. Alors ça, voilà, donc donc voilà, il télécharge le code source qui est là. Donc j'ai un dossier que nous avons, il est là. Donc on va ouvrir le projet. Alors, dans Angular 11, j'ai un dossier séance 2. Dans une nouvelle fenêtre. Alors je dois juste arrêter parce que là j'ai l'application qui est démarrée là, j'arrête ces applications là, tout ça. Et je reviens ici. Alors ça c'est le code source. Alors il faut juste comprendre une chose, c'est que quand vous ouvrez un projet, en fait ici, donc quand vous l'avez remarqué, quand vous publiez le code source sur Git, donc le dossier Node Module, il n'est pas pris en considération. Donc ce qui fait que quand vous ouvrez à nouveau le projet, il vous demande run npm install parce qu'il doit télécharger les dépendances. Alors justement, donc soit que vous allez vers si vous voulez le faire directement sur un projet, vous pouvez utiliser npm run, plutôt install directement. Alors là, automatiquement, je vous rappelle que npm, il va lire le fichier package.json. Il y a des dépendances qui sont déjà, en fait, que nous avons déjà utilisées la dernière fois. Alors toutes ces dépendances-là, il va les installer. Alors c'est un peu ça, mais sinon avec IntelliJ, généralement quand vous ouvrez un projet, il vous affiche ce message-là, run npm install, si vous cliquez dessus, donc il fait la même opération, c'est la même chose. Donc ça c'est la première des choses, donc on va donc installer à nouveau les dépendances. Donc j'imagine que si vous êtes dans votre machine, c'est à peu près l'étape que vous allez faire. Une fois que les dépendances sont installées, on va ici donc de démarrer l'application et voir s'il n'y a pas de surprise, en tout cas, s'il y a des choses peut-être à corriger ou des choses. Alors en attendant donc qu'il installe, donc je vous rappelle que la dernière fois donc les données que nous gérons se trouvent dans le fichier db.json. Ça c'est notre base de données si vous voulez, JSON Server, dans laquelle nous avons une liste de produits. Bon, ça c'est la liste de produits. Et après donc nous avons modifié le fichier donc package.json. Dans lequel nous avons le script npm plutôt dans le voilà dans le package.json. Nous avons dans le script start, nous avons lancé avec l'outil concurrently, nous avons lancé ngserve, ça c'est pour l'application Angular, et en même temps nous allons lancer JSON Server et on va lui demander donc de surveiller le fichier, la base de données, c'est qui est db.json. Bon, ça c'est notre API RESTful. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça dans le même script, c'est-à-dire vous pouvez sur ligne de commande démarrer JSON Server indépendamment, même c'est-à-dire à l'extérieur de votre application, et après vous pouvez démarrer votre application avec ngServe. Bon. Sauf que ici donc on a fait ça, mais après on peut voir les deux. Alors bien sûr pour les dépendances, ils sont en train de, donc ça c'est le dossier Node Module qui est en train d'être construit à nouveau. Donc voilà, alors ça c'est l'installation c'est faite. Alors maintenant on va démarrer l'application. npm start.
Alors, quand vous allez démarrer, vous allez remarquer que déjà, quand vous ouvrez votre code, alors vous allez remarquer, donc voilà, il démarre JSON Service. Je vous rappelle que c'est sur le port 3000. Ça, c'est notre REST API. Et après, il compile le code source et après, c'est bon. Et là, vous remarquez qu'il détecte un petit peu des anomalies dans le code source. Alors, dans ce code-là, il vous dit par exemple ici que l'attribut submitted, il a été déclaré privé. Pour ça, c'est des choses en fait que nous allons souvent ça c'est en fait, des erreurs classiques, c'est-à-dire quoi? En fait, quand je suis dans le fichier, alors si je regarde dans le fichier, je pense ça c'est product edit component. Donc product edit component, vous allez trouver dans là. Alors vous allez trouver que ici voilà, donc submitted il est déclaré privé. Alors généralement quand vous déclarez privé, que vous l'utilisez dans la partie HTML, donc ça c'est pas normal. Donc ça c'est une situation qui est... Donc ça c'est la première des choses. Et après vous allez remarquer également que bon à nouveau donc ça c'est l'histoire de TSLint. Donc ça c'est le donc je vous rappelle que quand vous utilisez un IDE comme par exemple IntelliJ, donc vous avez donc dans votre projet Angular vous avez un fichier tslint.json. Bon ça c'est un fichier généralement dans lequel on peut ajouter des règles. Bon c'est des règles qui doivent être respectées dans la structure du code source. Donc c'est-à-dire si on veut obliger les développeurs généralement à respecter les normes de codage, parce qu'en fait quand on écrit le code, bien sûr syntaxiquement votre code il est correct, mais dans les bonnes pratiques, il y a quand même un ensemble de règles qu'il faut respecter. Bon, toutes ces règles généralement ils peuvent être décrites à ce niveau-là. Alors par exemple, bon ça c'est des règles classique. Par exemple, vous voyez la règle max line length, la valeur c'est 140. C'est une manière de dire qu'on ne peut pas dépasser 140 caractères sur une ligne de code, ce qui est généralement parce que quand vous avez des lignes de code qui sont trop grandes, c'est pas bon. Vous trouvez également, par exemple, dans la déclaration, dans la déclaration, il faut mettre un espace entre deux points et le type, etc. Bon, globalement, ça c'est des choses qui sont souvent faites pour obliger les développeurs à respecter les normes de codage d'une manière générale. Alors, bon, nous, forcément, quand on a écrit le code, on n'avait pas respecté ça. Donc, ce qui fait que, bon là, il vous souligne ça, il est dit, il vous souligne ça, et bien, tout simplement, je vais lui demander encore de désactiver avec Alt Entrée. Donc, dans le Edit TS, c'est pas, voilà, donc je vais pas changer ce fichier là, c'est pas ce que je vais carrément désactiver cette vérification. Je vais demander donc ici TSLint setting et vous allez voir donc sur IntelliJ vous avez ça, vous mettez disable. Donc c'est TypeScript line command si vous voulez interface, c'est-à-dire c'est un outil. Alors bon, ça c'est, vous savez un petit peu qu'on a déjà fait ça, parce que sinon, si vous faites pas ça, vous serez obligé un petit peu voilà, de corriger votre code source. Il faut mettre des espaces entre deux points, etc. Mais là, c'est pas, ça c'est pas notre objectif ici. Alors, donc voilà, donc il y a ça, il y a également ce problème-là, et après vous allez essayer encore de redémarrer. npm start. Donc je vous rappelle que en fait sur JSON Server il met en place une REST API qui est accessible en localhost sur 3000, dans lequel on peut voir la liste des produits, products. Bon, ça c'est les produits qui sont mis en place.
Nous avons vu comment sélectionner un produit. Vous avez donc, si vous faites un post, il ajoute le produit. Si vous faites un put, il fait update. Si vous faites envoyer une requête delete, il supprime. Tout ça, c'est des opérations. On a vu également comment faire rechercher. Dans la première présentation, je vous ai déjà montré comment utiliser ça. Et là, vous voyez donc ça a priori donc il est toujours en train de voilà compiler. Donc le démarrage maintenant il n'y a pas de problème et on peut voir notre application telle que nous l'avons laissée la dernière fois. 4200. Voilà l'application. Alors dans l'application il y a ça, product. Alors dans product nous avons la liste des produits. Donc on peut afficher les produits selected product, les produits disponibles. New, bon, il y a un bouton en plus, bon, tout ça on va régler. Alors ici, quand vous faites Select Product, d'une manière générale, vous pouvez sélectionner ou bien désélectionner. Bon, ça c'est si vous revenez encore sur Select, donc vous voyez donc il n'est plus là. Donc on peut voilà ajouter. Donc ça c'est un composant à part. Donc ça c'est pour ajouter un produit. Ça c'est déjà fait. Donc ça c'est l'ajout des produits. On peut supprimer, voilà, suppression on a fait, et après l'édition également, edit. Bon, il y a des choses qu'il faut améliorer, comme par exemple ce champ-là, il ne faut pas qu'il soit visible, parce qu'en fait quand vous éditez le ID, il ne faut pas qu'il soit visible dans le formulaire. Voilà, alors en tout cas, donc ça c'est déjà fait. C'est comme si on vient de démarrer avec, là on s'est arrêté la dernière fois, donc on peut également faire la recherche, etc. Comme je disais, ici je cherche, voilà, alors ça c'est des opérations faites. Alors maintenant, donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut un peu arranger le code. Maintenant, on va essayer de, comme je disais au début, donc ça c'est bien. Quand vous arrivez à faire ça, c'est que vous avez compris les bases on va dire, de Angular. Mais nous avons un composant qui est très, très grand. Alors maintenant, comment le décomposer en de petits composants? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Notre composant product component, on va le décomposer d'abord en product navbar, dans lequel on va mettre ces boutons. On va les séparer, on va les mettre dans un composant séparé. Et après, on va utiliser product list component. Donc au début, on va essayer d'utiliser deux composants. Et après, la même chose, product list component, on essaiera de créer un sous-composant encore qui est product item, qui va représenter, dans lequel on va afficher tout simplement un produit. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors pour faire cette opération, nous allons créer les composants. Alors je vous rappelle que dans notre structure, nous avons le dossier app, dans lequel nous avons components, et dans lequel nous avons un composant qui s'appelle products. Alors maintenant, si vous voulez, à l'intérieur de product, je vais créer des sous-composants. Alors pour cela, donc, je vais utiliser ng generate component. Je vais le placer dans le dossier components slash products. Alors à l'intérieur de products, donc je vais donc créer le composant que je vais appeler product navbar, tout simplement. Donc ça c'est products navbar. Voilà. Ça c'est le premier composant. Donc c'est-à-dire à l'intérieur de... Alors je crois il devrait être envoyé quelque part. Oui, c'est ça. À l'intérieur de product, donc j'ai product navbar. Et après je fais la même chose pour product list. Donc dans le même dossier, donc product list. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, on va essayer donc de faire étape par étape. D'abord, on va prendre notre product. Donc vous avez donc ici product.html. Alors vous voyez ici donc ça c'est le composant. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans ce composant ici, si vous voulez, je vais prendre nav, cette partie là où il y a les boutons.
jusque-là. CTRL X. Bon, je la supprime. Et à sa place ici, donc je vais utiliser le composant app navbar. Et bien sûr, le contenu, donc je le mets ici. Donc dans app navbar, ici, dans la partie HTML, je vais mettre ce contenu, CTRL V. Alors bien sûr, quand vous allez copier, vous allez voir, il y a des choses en rouge, c'est normal. Parce que maintenant, dans product navbar, dans la partie, on fait appel à des méthodes, get all products. Mais si vous regardez dans la partie TypeScript, donc il n'y a rien. Alors ce qui fait que vous serez obligé maintenant d'ajouter ces méthodes dans le composant. Donc je vais utiliser Alt Entrée. Je vais lui demander de créer cette méthode-là. La même chose pour celui-là, Alt Entrée. Donc j'ajoute les méthodes dont on a besoin. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre dans le contenu. On va les ajouter. La même chose pour chercher. Voilà. Donc a priori, donc c'est ça les seuls problèmes que j'ai pour le moment ici. Alors maintenant, alors bien sûr, si vous démarrez votre application, ben vous allez voir là au niveau de l'allure, il n'y a pas de problème. Et quand vous cliquez sur les boutons, il n'y a rien qui va se passer, c'est normal. Parce que maintenant, ça c'est un composant séparé. Et quand dans navbar, ici dans products, j'ai ici product navbar. Et dans product navbar, bah, j'ai un bouton. Et quand je clique sur le bouton, bah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Ici, c'est vide. Alors maintenant, la première des choses que nous allons voir, c'est qu'en réalité, dans product component, nous avons déjà une méthode en get all products qui permet de chercher les produits et de les afficher. Donc maintenant, on est dans quelle situation? On est dans cette situation-là. Voilà, on est dans cette situation. C'est que nous avons maintenant, ici dans ce composant-là, quand je clique sur un bouton, ici donc j'ai un bouton par exemple, list product. Quand je clique sur le bouton, ben, il va falloir faire appel à... Moi, j'ai besoin d'exécuter une opération qui se trouve dans en fait, parent component, c'est-à-dire le composant parent. Alors pour cela, donc, j'ai besoin donc de voir comment envoyer un message, un événement. C'est-à-dire quand je clique sur un bouton, je dois envoyer cet événement vers ce composant. Et ce composant va récupérer l'événement et après il exécute l'opération. Donc, ça veut dire qu'ici, donc, nous allons avoir ici sur ce composant une sortie output. Et pour justement gérer, pour envoyer l'événement, on aura besoin d'utiliser un objet de type ce qu'on appelle event emitter. Alors, event emitter, donc, c'est ce que nous allons faire ici pour pouvoir gérer ce problème. Alors, pour le faire, nous allons revenir donc sur le composant product navbar. Ici, il va tout simplement, ici dans votre composant child component, on va déclarer un objet de type qu'on va appeler event emitter, de type event emitter. Alors c'est un type générique, vous dites le type de l'événement, bon, vous dites pour le moment c'est any, c'est-à-dire l'événement, il contient un type. Quelles sont les données qu'il contient? Peu importe pour le moment, et après on va voir ce qu'on peut mettre. Et vous mettez égal new event emitter. Alors maintenant, cet event emitter là, il va falloir lui ajouter donc le décorateur output entre parenthèses. Alors ça veut dire que ce composant product nav component, il a une sortie. Et cette sortie-là, c'est event emitter. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'appelle event emitter.emit, il va tout simplement émettre un événement sur sa sortie. Alors maintenant, du moment que vous avez ici un attribut qui s'appelle event emitter, que vous avez déclaré,
On va revenir vers notre composant ici, product component. Ici, là, on a inséré le composant product navbar. Et vous mettez espace et vous allez trouver donc qu'il y a un attribut. Il sait déjà qu'il y a un attribut qui s'appelle event emitter. Donc ici, vous choisissez donc event emitter en fait. Bon, si vous voulez, vous pouvez changer le nom, comme ça vous allez voir mieux un peu la chose ici. Et là, vous pouvez l'appeler par exemple product event emitter. Voilà, product, l'attribut c'est product event emitter. Et comme ça, dans la partie product HTML, ici, vous mettez espace et vous voyez donc ici l'événement product event emitter égale à quoi? Et après, quand vous avez dans product, quand il y a un événement qui est produit avec cet objet-là, on va faire appel à une méthode que je vais appeler par exemple en action event, par exemple, une méthode action event. Et généralement, cette méthode, elle reçoit l'événement. Vous mettez $event, l'événement qui est transmis. Alors maintenant, dans le composant product component, on va ajouter cette méthode-là en action event. Vous mettez alt entrée et on va déclarer cette méthode. On va la laisser ici. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons maintenant dans notre composant product component, il fait appel à un composant, les rois en fait product navbar, mais en même temps, et ce composant product component qui est le composant parent, il écoute. Il va écouter des événements qui peuvent provenir c'est-à-dire d'un event emitter qui est déclaré dans app product navbar. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui est émis par cet event emitter, ben, cette méthode va s'exécuter. Alors maintenant, on va revenir ici maintenant dans notre cas ici dans product navbar component ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on clique? Vous voyez ici donc dans notre bouton, quand on clique par exemple sur on get all products ici. Parce que je vais faire tout simplement, je vais émettre un événement en utilisant this.productEventEmitter. La méthode emit. Je vais émettre un événement. Et cet événement, il contient un message. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors ici, donc, je vais mettre un message comme ça, un texte all, tout court. C'est-à-dire, ici, donc, je peux mettre all products, mais après, on va essayer d'arranger ça. C'est-à-dire, c'est comme si j'envoie un événement vers le composant parent pour lui dire, voilà un événement qui s'appelle all products. Automatiquement, le composant, on va dire parent component, il sait qu'il y a un événement qui a été émis qui s'appelle all product. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ce qui va se passer, on revient vers product ici, component. Alors, si vous mettez ici console.log event, l'événement, on pourra voir ce qui va se passer ici. Alors si je regarde un peu la console, alors quand je clique sur All, vous voyez ici, il y a l'événement All Product qui s'est produit. C'est-à-dire que le composant racine, le composant parent, qui est Product Component, il a bien reçu un événement et je l'ai récupéré. Et moi, ce que je vais faire ici, ben maintenant, je vais en profiter. Je vais lui dire if, par exemple, event égal. S'il égale, par exemple, all products, ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger les produits. Mais j'ai déjà une méthode ici que j'ai déjà créée la dernière fois qui s'appelle onGetAll products. Ben, tout simplement, je vais l'appeler. Donc, j'appelle this.onGetAllProducts. Vous voyez donc, c'est à peu près la solution qu'on va utiliser pour faire la communication entre les composants parents et le composant child. Alors maintenant, si je clique sur All,
bah, vous voyez donc ça marche. Donc j'ai bien mes données. J'ai pu bien donc séparer en quelque sorte les deux composants. Et j'ai vu comment, à partir de ce composant-là, fils, donc ça c'est le composant child, comment envoyer en fait un événement. Quand je clique sur ce composant, il y a l'événement qui est transmis vers le composant parent. Il traite l'événement et du coup donc j'ai mes données. Et après on va faire la même chose pour les autres boutons. Ici, quand je clique sur ça, j'envoie un autre événement. Alors sauf que quand vous créez des événements, alors là il faut commencer à utiliser des bonnes pratiques. On ne va pas utiliser des constantes comme ça. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un énumérateur, ce qui est très conseillé. On a déjà, si vous vous rappelez, dans state, nous avons créé un fichier product state dans lequel nous avons déclaré la dernière fois quelques énumérateurs. Je vais ajouter un enum que je vais appeler actions. Bon, product actions types. Alors, product actions types. Alors, quelles sont les différentes actions? Donc, ici, donc, j'ai une action get all. Ça, c'est des constantes, si vous voulez. Il y a get all products égale. Alors, je peux lui affecter une valeur, un texte. Voilà, généralement, si on respecte un peu les normes, je peux dire par exemple entre crochets que c'est un événement qui concerne l'objet product, par exemple, comme ça. Et j'écris le texte get all products, par exemple, ici, virgule. J'ajoute les autres événements, les autres actions. J'ai ici get selected. Là, je fais également get selected product. J'ai également get available products. Également, j'ai search products. J'ai également l'événement new product et un bouton new product. Etc. Bon, après on va ajouter les autres événements. Donc ça c'est, une fois que j'ai ça, bien, tout simplement si vous travaillez comme ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on peut travailler de cette manière-là. Bah, au lieu d'émettre un événement comme ça, bah, tout simplement, on va émettre des événements directement product product actions types. Et vous voyez donc ici vos événements. Ici, donc je vais utiliser get all products. Alors, je peux le laisser comme ça. Après, je reviens ici. Je reviens ici et voilà. Alors ici, donc, du moment que c'est un énumérateur, ben, tout simplement, je peux faire mieux. Je peux utiliser quelque chose comme switch. Alors, je peux utiliser par exemple switch event. Alors maintenant, l'événement, je connais le type. Je connais que l'événement, il est de quel type? Il est de type product action types. Et comme ça, je peux utiliser ici, donc c'est l'événement event. Et après, je fais case, par exemple. Alors, case, vous voyez, donc case get all products. J'appelle on get all products. Et je fais, par exemple, break. Et je peux continuer. Bon, ça, c'est encore mieux. Parce que si vous faites ça, c'est que vous n'allez plus vous tromper sur... en tout cas, vous créez un énumérateur. Ça vous permet donc de bien gérer donc, vos événements. Bon, vous voyez ici, ça marche également.
Mais on peut faire mieux. Le problème, c'est que parfois, c'est que pour émettre un événement, il faut transmettre des paramètres. Alors, par exemple, quand je fais la recherche, je vais émettre un événement, mais l'événement, il faut transmettre le keyword, c'est-à-dire les données saisies. Donc, généralement, un événement, il contient des paramètres. C'est ce qu'on appelle un payload. Alors, si vous voulez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, au lieu de travailler comme ça, et il serait préférable ici, dans notre ici product state, dans ce fichier-là, on va déclarer une interface, un événement, export interface. Je vais l'appeler action event. Ça, c'est l'événement lui-même. Et généralement, un événement, il est défini par deux attributs. Il y a le type. Alors, le type, il est de quel type? C'est des product types. C'est-à-dire, le type, ça peut être soit get all products, ça peut être ça peut être get selected products, etc. Mais en même temps, il contient des paramètres. Et pour moi, les paramètres, je vais l'appeler, par exemple, payload. Les paramètres de quel type? Alors là, je ne connais pas les types. Si je connais que tous les paramètres, le paramètre de l'événement, c'est un string, je le laisse. Mais comme généralement, ce n'est pas le cas, je vais utiliser any. C'est-à-dire que le payload, ça peut être un string, ça peut être un entier, ça peut être peu importe. D'ailleurs, on va voir par la suite que ça peut être un ID, ça peut être un string, ça peut être pas mal de choses, ça peut être un objet carrément, donc vous le laissez any comme ça. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Alors si vous créez cette interface-là, maintenant, au niveau de notre composant product nav bar component, ici maintenant on connaît carrément le type ici. Donc product event emitter, au lieu d'utiliser any, donc on va dire event emitter de action event. C'est-à-dire c'est l'interface que j'ai déclarée ici. Bon, c'est action event. Pour nos action event, vous voyez donc action event, il est défini par son type et son payload. Et dans ce cas-là, ici, ce que je vais émettre comme événement, je vais émettre un objet. Donc c'est un objet qui contient deux attributs type. C'est parce que product event emitter, il connaît déjà le type action event. Donc ça veut dire qu'il faut transmettre un objet qui est le type de l'événement. Et le type de l'événement, c'est quoi? C'est get all products et virgule le payload. Alors pour get all product, le payload, j'ai pas de paramètres à envoyer. Ici, donc je peux mettre null par exemple. Pas de valeur. Alors après, si vous voyez que le payload n'est pas obligatoire, ben, tout simplement on revient dans notre interface ici, on va mettre point d'interrogation. C'est-à-dire que quand je crée un objet de type action event, je ne suis pas obligé de spécifier le payload. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le type de l'événement. Alors dans ce cas-là, même si vous ne mettez pas le payload, donc il va prendre sa valeur par défaut. Et sa valeur par défaut, c'est undefined ou nul. Alors donc, vous voyez, donc, quand je clique sur donc le bouton, j'appelle product event emitter, j'ai mis un événement qui a un type et un payload. Alors maintenant, si je reviens ici, dans le composant parent, et ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, l'événement, il est de quel type? Il est de type action event. Et comme ça, donc, je fais switch event.type. Alors si le type de l'événement, si c'est parce que ce qui m'intéresse c'est le type. Si c'est get all product, je fais appel à ça. Et après j'utilise les autres. Si par exemple si l'événement c'est get selected product, j'appelle la méthode on get selected products. Si c'est l'événement get available products, j'appelle la méthode on get available products que j'ai déjà ici. Et si c'est une recherche, search, alors j'appelle la méthode search, mais comme vous voyez ici la méthode search, il attend un paramètre, parce que quand on regarde search ici, alors search,
voyez donc, parce que c'est un formulaire, donc les données du formulaire. Alors dans ce cas-là, donc je vais supposer que ici search, ça va être c'est event, c'est les events point payload. Alors dans ce cas-là, l'événement search product, il contient un attribut payload qui contient, si vous voulez, les données saisies dans le formulaire. Alors si vous voulez, on va revenir maintenant à notre product navbar et on va compléter. Par exemple, ici, quand je clique sur le bouton Get Available Products, je vais émettre un événement. Cette fois-ci, l'événement c'est Get Available Products. Quand je clique sur ici Selected, j'émets un événement de type Get Selected Products. Alors quand je clique sur le bouton New, je vais émettre un événement New Product. Et quand je clique sur le bouton Search, je vais émettre un événement qui est Search Product. Mais cette fois-ci, quand j'émets Search Product, il faut ajouter le paramètre Payload. Alors Payload c'est quoi? Eh bien, tout simplement, alors je sais que quand je clique sur le formulaire, j'ai data ici, data form, c'est-à-dire les données qui sont saisies dans le formulaire. Alors si vous vous rappelez dans ici, dans notre formulaire, nous avons ng-submit. Quand je clique dessus, donc je vais tout simplement data form, il contient un champ qui s'appelle keyword et qui contient la valeur saisie. Donc ici, donc je vais utiliser ici payload, c'est quoi? C'est data form. Bon, je vais arranger ça. Voilà. Alors ça c'est fait. Alors maintenant, si vous testez, donc vous allez voir donc que voilà, ça c'est all selected available. New ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai mis l'événement new product, il va remonter vers product ici, mais ici j'ai pas traité cet événement parce que je vous rappelle que en fait le product, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va insérer app product navbar, mais il écoute l'événement product event emitter. Et là, bon, j'ai traité tous les événements, mais je n'ai pas traité le cas ici de new. Alors c'est new product, donc j'appelle également l'opération que j'ai déjà créée qui est on this.new product. Je ne sais pas comment l'appeler, new product. Voilà. Donc new product, qu'est-ce qu'il fait? Et bien tout simplement, il fait appel à la route new product. Dans ce cas-là, je change carrément de composant. Alors donc voilà, ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon. New, ça marche. Recherche ici, ça marche également, il n'y a pas de problème. Alors vous voyez donc ça c'est la première décomposition. C'est-à-dire, nous avons, donc je viens de vous montrer comment ici nous avons product ici, component, lui-même qui contient ce composant-là, qui est product navbar. Donc j'ai séparé en quelque sorte ce composant-là, c'est un composant product navbar component. Et j'ai ici product qui est lui, si vous voulez, le composant parent. Et je vous ai montré que ici contient un événement qui se produit. Comment émettre des événements vers le composant parent. Alors en utilisant, il suffit de déclarer un objet de type event-emitter et vous le marquez par le décorateur output. Et du coup, donc à chaque fois que vous utilisez event-emitter.emit, vous émettez un événement.
Et cet événement-là, vous le traitez ici et vous faites ce que vous voulez. Alors, nous avons vu dans notre cas ici que généralement l'événement que vous émettez dans les mondes pratiques, un événement, il a deux informations. Il y a son type, le type de l'événement, et le deuxième, c'est le payload. Le type de l'événement, c'est un énumérateur que vous allez créer. Et le payload, donc ça peut être, c'est les paramètres de l'événement. C'est un objet généralement de type any, dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction des événements. Par exemple, quand je vais cliquer sur le bouton Select, ben, je vais encore émettre un événement qui contient l'ID ou bien le produit que je veux sélectionner, etc. Donc ça c'est la première partie de décomposition. Alors maintenant nous allons voir la même chose ici. Comment on va encore dégager le sous-composant Product List Component. Alors pour Product List Component, on fait la même chose. Donc je suis dans Product Component, elle est là. J'ai ici donc Product Navbar et j'ai ici voilà, j'ai le reste. Ben, le reste là, je vais le prendre, tout ça. CTRL X, je supprime et je vais le remplacer par App Product List. Et je prends le contenu, maintenant je le mets dans, ici dans le composant Product List Component et je vais coller le code. Bon, à nouveau la même chose. Donc quand je vais coller le code, il y a des choses qu'il faut déclarer dans le composant. Alors d'abord, le composant Product List, il a besoin de la liste des produits. Alors la liste des produits ici, il est de quel type? Il va falloir revenir ici sur Product Component. On voit bien que Product, il est de type Observable de AppDataState que nous avons utilisé la dernière fois. Et également, nous aurons besoin de cette variable-là, c'est-à-dire cet énumérateur DataStateEnum. Parce que donc je prends ces deux déclarations. Parce que si vous regardez ici, donc vous voyez, là, il ne reconnaît pas. Donc j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça. Donc il va falloir les déclarer ici. Dans Product List Component. Alors ici, donc, DataStateEnum, il faut l'importer. Alors si vous avez du mal à l'importer, il faut le faire manuellement. Import from slash, ça doit être encore slash state slash product state. Et là, vous allez trouver ici data state enum. Voilà. Alors maintenant, c'est-à-dire ici, donc si vous le laissez comme ça, vous voyez, bon, là, a priori, la même chose, donc ça, on a déclaré les bonnes variables, mais là également, il y a des, voilà, il y a quand je clique sur Select, on appelle en Select, il faut créer cette méthode-là. On est dans la même logique que tout à l'heure. J'aurai également besoin de onDelete, il faut l'ajouter, Alt Entrée, onEdit, il faut l'ajouter. Voilà. Alors ça, il n'y a plus de problème de syntaxe, mais par contre, maintenant, la même chose. Alors maintenant, notre composant, ici, que nous allons avoir. Alors le composant que nous avons ici, c'est-à-dire Product List Component, alors on l'appelle à partir de Product Component. Et quand je l'appelle, ben, il faut lui transmettre les données, input. C'est-à-dire ce composant-là, il a un input, c'est-à-dire le parent peut transmettre des données, parce que là, les données, c'est la liste des produits qu'il faut afficher. Mais par contre, il a un output. Et un output, c'est quoi? C'est un event emitter. Pourquoi? Parce que quand je clique sur le bouton, par exemple, delete, encore j'ai besoin d'émettre un événement pour lui demander de supprimer. Parce qu'en fait, l'opération de suppression, elle est centralisée ici dans Product Component.
Alors maintenant, ça veut dire que cette fois-ci, donc notre composant product list component, il a un input et un output. Alors c'est ce qu'on va avoir ici. Alors le input c'est quoi? C'est product ici. Donc le input c'est celui-là, c'est le product. Donc je vais utiliser ici le décorateur input. Input entre parenthèses. Et c'est quoi le output? Output, la même chose, c'est un event emitter. Donc, alors, product, je peux l'appeler comme tout à l'heure, product. Alors, product. Event emitter. De type encore event emitter. Le type générique, je sais que event emitter, il reçoit un objet, c'est-à-dire le type c'est action event que j'ai déjà déclaré tout à l'heure. Et l'objet, je vais l'initialiser avec new event emitter, comme tout à l'heure. Vous voyez donc ça, ce composant-là, il a un input et un output. Alors maintenant, au niveau de mon composant ici, product component, alors ce composant-là a product, ici, il a un input qui est product $. Alors qu'est-ce que je vais lui transmettre? Ben, je lui transmets product que j'ai ici. C'est-à-dire que finalement, cet attribut-là, les données que j'ai ici, que j'ai récupéré, que j'affiche, ben, je les transmets au composant fils, c'est-à-dire au composant, au child component. Alors je lui transmets ça. Donc je lui dis, j'appelle app product list, mais je lui dis voilà les données que tu vas afficher en input. Ça c'est input. Alors vous voyez donc en input vous avez ici donc vous avez ici un paramètre product qui s'appelle product. Alors je ne suis pas obligé de leur donner le même nom. C'est-à-dire ici par exemple je peux avoir ici si vous voulez vous pouvez l'appeler product input par exemple si vous voulez. Mais après si vous mettez la product input il va falloir changer ici également. Vous mettez product input. Et comme ça, dans le composant HTML, donc ici, l'attribut c'est product input. Alors je vous rappelle que juste si je mets $1 à la fin, c'est parce que juste c'est un observable. Bon, dans les pratiques généralement, quand il s'agit d'un objet de type observable, c'est bien de terminer la variable par $. Donc, et la valeur c'est voilà, la valeur c'est product, c'est-à-dire c'est l'attribut que nous avons ici. Alors ici, donc ça c'est le, si vous voulez, vous avez, quand vous appelez la liste de, alors quand vous appelez la liste, app product list, vous lui transmettez un input. Et après le output, espace, vous voyez donc ici product event emitter. Et ici, donc j'appelle une autre méthode que je vais appeler la même chose comme tout à l'heure, on action event. Action event, il reçoit un objet event. Et cette méthode-là, il faut la créer en action event. Ah, ben c'est déjà créé. C'est déjà créé. En fait, ici, ce que j'ai créé, en fait, si vous voyez, donc ici j'ai utilisé on action event et là j'ai en action event. Bon, c'est-à-dire si j'utilise la même méthode ici, vous pouvez le faire. Et là je vais encore ajouter case. Je vais traiter les autres événements. Si vous voulez centraliser tous les événements, sinon vous pouvez créer une autre méthode. C'est-à-dire vous créez une méthode en action event, c'est-à-dire vous séparez les événements qui proviennent par exemple c'est-à-dire de navbar. Vous pouvez les séparer si vous voulez.
et vous mettez le traitement des événements qui proviennent par exemple de product list. Alors ça, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez centraliser tout ça ici. Bon, ici donc j'ai choisi donc d'utiliser la même méthode en action event dans laquelle je vais traiter tous les événements. Voilà, alors si vous avez donc fait ça, alors maintenant qu'est-ce qui reste? Bah, ce qui reste, c'est si vous regardez, bon, souvent quand vous faites une modification, donc vous pouvez voir si j'ai bien décomposé. Voyez, donc là j'ai les données. Bon, ça c'est déjà, on a déjà, donc c'est bon, donc il n'y a pas de problème. Donc, mais par contre, si vous ne faites pas ça, si vous ne transmettez pas le input, ben c'est normal, product list, ben, il n'y a rien. Parce qu'en fait, ici, donc, il faut lui transmettre les données à un fichier, comme input. Voilà. Alors maintenant, avec cette technique-là, vous voyez également comment on peut, quand on fait appel à un composant child, on peut toujours lui transmettre donc on peut lui transmettre des attributs, c'est-à-dire des paramètres. Et quand vous avez des inputs, il faut les marquer par input. Alors bien sûr, on peut avoir plusieurs inputs pour un composant. Et on peut avoir plusieurs outputs. Alors c'est-à-dire les paramètres en entrée et les paramètres en sortie, en quelque sorte. Alors c'est pas encore terminé parce que là, a priori, bon, là ça marche. Donc vous allez voir, là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand vous cliquez sur ça, ça marche pas. Ça, ces boutons ne marchent plus, c'est normal. Parce que il va falloir traiter ces événements. Parce que quand je suis maintenant dans le composant product list, ici, vous voyez, donc quand je clique sur ces boutons-là, tout à l'heure, par exemple, quand je fais, voilà, en edit, ben, edit, maintenant, il faut traiter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va émettre des événements, ici. Avec Product Event Emitter. Alors, quand je clique sur Select, donc je vais utiliser this.productEmitter.emit event. Alors, je vais émettre un événement. C'est quoi le type? Alors maintenant, j'ai de nouveaux types. Alors ça veut dire que j'ai besoin encore d'aller vers le type product state et vous avez besoin d'ajouter d'autres types d'événements. J'ai select product. J'ai un autre événement edit product. Et j'ai un événement delete product. Alors maintenant je reviens ici et je vais émettre un événement, cette fois-ci type, c'est select product. Alors quand je fais select product, il faut transmettre un payload. Et c'est quoi le payload? C'est tout simplement ce produit-là P. Parce qu'en fait, si je reviens vers la partie HTML, quand je clique sur Select Product, ici, je lui transmets le produit P à sélectionner. Donc, je lui transmets carrément l'objet de type Product, ici. Donc, ici, Payload, de type, c'est quoi? C'est P. Donc, pour moi, le Payload pour un événement Select Product, c'est un produit. Ben, la même chose pour les autres. Faire point virgule. Vous voyez, donc même si vous ne mettez pas des points virgule, des choses comme ça, il laisse passer. Mais si vous gardez TSLint, bon, ça c'est des choses qui ne sont pas admises. Alors je ne respecte pas globalement parce que si vous respectez vraiment les règles de codage, tout ça c'est pas bon. Il faut mettre là entre parenthèses, il faut mettre ici quand vous mettez l'accolade, il faut faire entrée. Là, vous faites également entrée. Quand vous mettez ici deux points, il faut mettre là espace. Là, il faut mettre espace. Ben, tout ça, c'est
c'est en fait, on va dire, les bonnes pratiques de codage. Mais ici, donc, nous avons désactivé, nous avons demandé à l'éditeur de ne pas prendre en considération la vérification du fichier tslint. C'est-à-dire pour ce projet, ça, on a déjà désactivé. Voilà, alors ici, donc, pour delete, donc on va y mettre un événement delete product et on va transmettre également le produit. Et quand on fait edit, on va transmettre un événement edit product et on va transmettre le paramètre, le payload, c'est le produit lui-même. Bon, à nouveau, qu'est-ce qui reste? Il faudrait au niveau du composant, là maintenant en action event, il peut recevoir des types. Il faut également traiter les autres. Alors case, quand je reçois select product, et bien tout simplement j'appelle la méthode select product en select, mais vous voyez donc select, il reçoit un paramètre de type product. Et là aussi, où se trouve ce produit là, où est-ce que je vais le récupérer? C'est dans l'événement .payload. Voilà. Donc le payload, parce qu'en fait le paramètre pour moi c'est le payload et le payload pour moi c'est le produit. Et je fais la même chose pour les autres. Alors ça c'est delete product. J'appelle on delete et je transmets donc comme paramètre le payload qui est le produit à supprimer. Et vous avez edit product, la même chose, donc j'appelle on edit et je lui donne voilà, je lui donne le produit. Alors maintenant, toutes ces méthodes là on les a créées la dernière fois, on delete, donc on a fait des choses, etc. Donc vous avez pratiquement tout ce qu'il faut. Et vous avez ici en quelque sorte une méthode dans laquelle vous écoutez les événements. Donc vous avez des éléments fixes, mais vous vous attendez, s'il y a un événement qui arrive, vous le traitez. Et si vous testez maintenant, bah, en principe, on voit bien que là, bon, ça marche, on reçoit bien les choses. Maintenant, si vous faites select, ça marche. Des select, etc. Supprimer, ajouter, new. Pas de problème. J'affiche, il y a le produit, je le supprime. Pas de problème. Edit. Save. Pas de problème. Voilà. Alors ça c'est donc la recherche, et pas de problème. Alors voilà. Donc ça c'est la deuxième étape. Donc à travers cette séquence là, donc vous aurez appris des choses très importantes dans Angular. C'est d'abord quelle est la technique que vous utilisez pour décomposer, parce que souvent vous partez sur un composant qui est très grand. Alors sauf que quand vous aurez l'expérience, généralement, dès le départ, vous commencez à faire des petits composants. Mais quand vous faites la décomposition, il faut toujours prendre cette organisation. Donc nous sommes partis sur un composant qui englobe tout, et après on l'a décomposé maintenant en 12 sous-composants. Il y a product navbar et product list. Alors maintenant, product list lui-même, j'estime qu'il est grand. Donc je vais encore le décomposer. C'est-à-dire product list, qu'est-ce que je fais dans product list? Alors dans product list, j'ai tout ça ici. Donc je fais une boucle for each, j'ai un table, ici donc je fais for each. Et chaque TR c'est un product item. Alors si vous voulez, donc je prends tout ce product item, je le mets un composant séparé. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais créer un autre composant ici, ngGenerate component, que je vais appeler product item. Alors, product item. Alors, product item, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je l'ai, ben, tout simplement, je vais prendre ça. Voilà ce que je vais faire.
Maintenant, à la place de ce code que je vais supprimer, voilà, je vais utiliser app product, product item. App product item. Mais si vous voulez ce app product item, je vais l'afficher plusieurs fois parce que chaque. Donc ça veut dire cette boucle que j'ai ici, ng4, CTRL X, je la mets sur le composant ici. Alors c'est-à-dire donc ici qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle sur app product item, je vais l'afficher autant que en fait autant de produits qu'il y a dans la liste, donc je vais l'afficher. Alors maintenant ce code là, je vais le mettre CTRL X jusqu'à /tr, CTRL X. Maintenant il est à l'intérieur de ce composant. Je le mets dans product item. Monsieur, donc on va prendre le produit comme input. Exactement, c'est bien, exactement, c'est ça. Alors maintenant, pour qu'il puisse afficher, il lui faut le produit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va lui donner comme input? Le produit qu'il va afficher. Donc, vous l'aurez compris maintenant, encore dans product item, j'aurai besoin de déclarer un input. Donc, le input, c'est un product de type product. Alors l'histoire, bon, quand vous dites product de type product, donc ça peut être également parce qu'en fait quand vous déclarez une variable, ben, il vous demande, il n'est pas initialisé. Ben, s'il n'est pas initialisé, vous dites ça peut être également nul. La valeur par défaut c'est nul par exemple, vous pouvez faire ça. Encore, vous pouvez utiliser ici point d'interrogation, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de lui affecter une valeur. Là, le compilateur est en fait il est un peu exigeant, mais c'est bien de prendre ces pratiques comme ça. Alors, ici, donc si vous le laissez comme input, et la même chose, output c'est quoi? Parce qu'en fait, dans product item, si vous regardez bien ici, vous avez déjà, au lieu de P, ça va être l'attribut product, c'est-à-dire ça, celui-là. On va changer P par product, j'affiche product, ça c'est product, P minuscule. Output, il y a event emitter. Exactement, output et event emitter, tout à fait, c'est le même principe. Alors je fais ça, tout à fait. Alors ça c'est, j'affiche le produit. Maintenant, vous avez ici en donc là je change d'abord, bon ça il faut le faire d'une autre manière plus rapide parce que là je prends plus de temps. Alors même si dans les DE vous avez des techniques qui font changer des choses plus rapidement. Ouais, mais voilà. Mais moi je le fais pas. Si je le fais pas, c'est pour des raisons pédagogiques, pour vous laisser un peu le temps un petit peu de digérer ce que je suis en train de faire. Alors vous voyez donc ça c'est P, je le remplace par product. Et la même chose, ici donc j'ai des méthodes en select, ben, la même chose je vais les créer, ils sont vides pour le moment. Et là je reprends les mêmes techniques de tout à l'heure. J'ai en edit, en delete, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. Alors ici donc vous voyez donc mon product item. Il a en input c'est un product et en output c'est un event emitter. Tout à fait. Output, donc ça c'est output. Donc c'est event emitter de type event emitter. Alors c'est un type générique qui reçoit un objet de type action event. Alors je vous rappelle que action event c'est quelque chose que j'ai déclaré moi-même. New event emitter comme tout à l'heure, c'est la même chose. Donc je vous rappelle que action event c'est quelque chose que j'ai déclaré, c'est une interface. Un action event il a un type et un payload. Donc ça c'est le output.
ici, voilà. Alors, si maintenant, au niveau de notre, si vous faites ça au niveau de product list, déjà on regarde un petit peu, ça c'est la partie HTML. Alors, si on regarde donc maintenant dans product list, alors si vous voulez être même un peu encore plus correct, add product item, vous pouvez le mettre à l'intérieur de product list. C'est-à-dire pour garder la hiérarchie, parce que normalement c'est un sous-élément de product list. Donc product item, je le fais glisser à l'intérieur de product list. Alors ça c'est... Alors vous voyez, donc c'est-à-dire à l'intérieur de product item, vous avez encore product, plutôt à l'intérieur de product list, vous avez product item. Donc ça c'est un composant, mais il a des composants fils. Ça c'est mieux. Donc ça vous pouvez le garder comme ça, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien. Alors, maintenant, si vous regardez maintenant dans Product List, alors la même chose ici, donc j'appelle App Product, je fais un for, et après, il y a les paramètres. Input, c'est Product, c'est quoi? C'est P. Ouais, donc pour chaque Product P, je le transmets, donc P, je le transmets comme paramètre à Product, et en Output, Event Emitter, je vais encore créer une méthode que je vais appeler onActionEvent qui reçoit un objet de type event. Et là encore, je dois traiter les événements ici. Alors, si vous le laissez comme ça, déjà il y a une chose que vous devrez de temps en temps faire. Vous allez remarquer que si vous vous arrêtez, parce que parfois au niveau syntaxique, même si ça semble être correct, si vous arrêtez, vous redémarrez, comme ça vous allez obliger à compiler. Parfois vous allez découvrir que peut-être il y a des choses qui sont signalées au moment de la compilation. Et il y a une chose qui devrait être signalée, je pense. Monsieur, on a fait NG4. Oui. Paye من data. Donc, الشوط تكون هذيك برودكت نعطيوها منهم بعد NG4. Non, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Ça, il l'admet, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, votre collègue, il dit ici, on fait NG4, c'est ça? Alors, NG4, il est sur product item. C'est-à-dire, c'est product item qui est répété. Et chaque product item, je lui transmets comme paramètre P. Vous pouvez également faire autre chose. Vous pouvez utiliser un TR. Vous pouvez utiliser un TR for each à l'intérieur duquel vous utilisez. On peut changer tout à l'heure. Comme ça, vous aurez un peu plus de visibilité. Alors, vous remarquez que quand ça démarre, vous voyez, il vous indique que dans Product Item HTML, vous avez quelque chose ici. Il vous dit que le paramètre Product, voilà, donc Product Item HTML, qu'il est de type, il est de quel type? Soit Product, soit Undefined. Alors, c'est-à-dire quoi? Maintenant, vous voyez, bon, ça c'est notre compilateur, il est exigeant sur un certain nombre de choses. Alors, si vous revenez sur Product Item HTML, là, c'est parfois des choses qui peuvent déranger sans trouver, si vous voulez, pour reconnaître la source. Vous voyez ici, nous avons notre product. Nous l'avons déclaré de type product, mais on a ajouté ce point d'interrogation. Alors, ce point d'interrogation, ça signifie quoi? Ça signifie, ça peut être également un nul. Et dans ce cas, la valeur par défaut, c'est nul. Bon, ça, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, le compilateur, c'est-à-dire le compilateur de Angular, quand il regarde ce code HTML, ici, ben, il vous dit que cet objet product, il peut être nul, ou bien undefined. Et ce qui fait, ça peut générer une erreur
Alors ça, il vous avertit. Alors tout simplement pour éviter ce problème, il suffit donc d'ajouter ici ngIf. Bon, ça c'est des choses que vous connaissez, ngIf product. C'est toujours une bonne pratique, c'est-à-dire quand vous affichez product, il faut s'assurer qu'il a une valeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas nul. Alors si vous le laissez comme ça, vous allez voir qu'il va plus vous déranger avec ces messages-là que vous avez ici. Donc, monsieur, on n'affiche que si le produit n'est pas nul. C'est exactement. Donc, vous voyez, les anciennes versions de Angular, les autres configurations, généralement, il vous fait pas ces remarques. Mais c'est toujours quand vous développez, pour ne pas tomber dans des problèmes, je démarre l'application démarre, et après vous allez trouver dans la console parfois des trucs, l'attribut tel a été appelé dans un objet undefined, des trucs comme ça, et après vous cherchez l'origine. Mais là, vous voyez donc le compilateur, il vous indique un peu, vous voyez donc maintenant il n'y a plus le problème. Parce que tout simplement, il vous indique que dans votre template ici, vous faites appel à un objet qui peut être nul. Donc là, automatiquement, vous devrez avoir le réflexe de faire un test. Et après, s'il vous reproche parfois des choses dans le template, il vous dit qu'il est de type tel, alors que l'autre il est de type, etc., etc. Si vous êtes sûr, parfois, si vous êtes sûr de votre syntaxe, parfois il y a le fichier de configuration de Angular qui s'appelle tsconfig, dans lequel il y a un attribut ici qui s'appelle strict templates. Au lieu de true, vous mettez false. Alors si vous mettez false, c'est comme si vous êtes en train d'indiquer Angular. Ce n'est pas la peine quand il compile, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails de la partie HTML parce que quand il compile, il regarde quel type, est-ce qu'il a la bonne valeur, est-ce qu'il n'a pas la bonne valeur et tout ça. Alors généralement, de préférence, le laisser à true, donc si vous voulez, et comme ça, il va vous obliger de corriger les problèmes avant le démarrage de l'application. Mais si vous voyez que parfois, c'est vraiment ça, vous voyez que tout est normal, vous voulez qu'il ignore ces erreurs, vous pouvez le mettre à false ici. Alors maintenant, il est démarré. Donc nous avons... regardez, quand vous faites appel maintenant all, vous avez la liste des produits. Ben, il est là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est product item. Ça, c'est product item. Mais nous avons un petit problème d'affichage. N'est-ce pas? Parce que nous, c'est un table. Si vous regardez le code, si vous inspectez, qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, vous allez trouver donc, vous avez donc app products, vous avez ici table, voilà, il y a table. Dans table, vous avez le premier TR qui contient le header. Et après, vous trouvez plusieurs éléments app product. Vous voyez, donc ça, c'est un élément. Mais à l'intérieur de app product, vous avez un élément TR. Et là, vous voyez, HTML5, lui, pour lui, à l'intérieur d'un table, vous avez un élément app product. Mais app product, c'est pas un élément HTML, c'est un component. Donc, ce qui fait que il faudrait indiquer avec CSS, il faut indiquer que le contenu de app product HTML, il doit l'afficher. C'est-à-dire, quand il trouve un TR à l'intérieur, il va l'interpréter. Il va l'interpréter. Alors, ça, c'est du CSS maintenant, si vous voulez. Alors, quand vous utilisez des boucles de type UL, list item, etc., pour ça, le problème ne se pose pas. Mais pour un table, ça pose problème. Alors, comment rectifier le problème? La solution, elle est toute simple. C'est d'aller vers le product list HTML. Et après, ici, donc, vous avez vos attributs, etc. Ils sont là. Vous avez ng4, etc. Vous avez tout ça. Et après, vous ajoutez CSS style, display content. Alors, en fait, display content, c'est-à-dire vous indiquez tout simplement CSS que ce qui est à l'intérieur de cet élément app product item, il doit afficher son contenu. Donc, automatiquement, il va le reconnaître comme étant
un TR de table, si vous voulez. Alors ça, c'est une technique, bon, très simple, mais ça règle le problème. Vous voyez ici, hop, ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors donc ici, nous avons bien nous avons encore réussi à faire encore une décomposition, c'est-à-dire notre product list, on le décompose en plusieurs product items. Chaque ligne, c'est un composant séparé. Et là, après, ça devient plus simple de maintenir votre code. C'est-à-dire, vous regardez bien votre code, ben, vous allez trouver déjà component principal. Vous voyez, il ne contient pas beaucoup de choses. Il contient un élément app product navbar et un élément app product list. Et si vous regardez sur app product list, ben, vous allez trouver ici qu'il contient donc un table et dans lequel vous avez plusieurs éléments. Vous avez une boucle. Chaque list item, donc c'est une boucle, c'est-à-dire chaque produit, on va l'afficher sous forme d'un composant de type AppProductItem. Et AppProductItem, on va lui donner en input un product, il l'affiche tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste ces événements également. Quand je clique sur On Delete, et là encore, et vous allez commencer à voir que les choses peuvent être un peu lourdes. Parce que quand je clique sur ici Delete, il faudrait remonter un événement vers Product List. Et Product List lui-même, il va encore remonter l'événement vers Product. Et finalement, c'est Product Component qui va supprimer. Ça, on l'a déjà fait, cette partie-là. Maintenant, on va faire cette partie-là. Alors, pour le faire, on va juste ajouter donc les traitements qu'il faut. Donc, ça veut dire que nous avons encore besoin d'ajouter les types. Parce que nous avons encore dans notre... les événements, ça c'est déjà fait. Alors dans Product List, dans Product Item Component, ici, ben, je vais émettre des événements, comme tout à l'heure. Alors on select, donc j'utilise on event emitter point emit. Je vais émettre un événement, c'est un objet action event. Dans le type, la valeur c'est quoi? C'est select, select product. Le payload, il n'y a pas de payload. On delete. Non, payload c'est product. Donc payload c'est product. Et la même chose pour les autres. Alors ça c'est delete, payload c'est product, et en edit, j'appelle edit, payload c'est product. Alors maintenant, vous avez trois actions qui remontent vers de product item vers product list. Alors maintenant, product list, lui, quand il appelle product item, vous avez input, c'est product, P, mais en output, vous avez event emitter. Et event emitter, il écoute, vous avez le gestionnaire d'événements. Alors maintenant, ici, à vrai dire, on peut penser à faire quelque chose comme tout à l'heure. Si l'événement égale à ça, je fais ça, etc. Mais ici, à vrai dire, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que vous allez dire tout simplement, quel que soit l'événement que je reçois, je le remonte vers le produit. Parce qu'en fait, les événements, ils sont déjà traités dans Product ici. C'est-à-dire, je sais que déjà, quand il y a un événement qui provient de Product List, ben, je le traite. Le traitement, il est déjà fait. Donc, ça veut dire que ici, je reçois l'événement product item et je vais l'y mettre. Donc, ici, donc, j'ai product event emitter point emit event directement.
Alors là, je n'ai pas besoin c'est-à-dire, c'est une manière de dire, en fait, product list, quand il reçoit un événement en fait, de product item, il fait remonter l'événement vers le niveau supérieur, parce qu'en réalité, l'événement, il est traité au niveau supérieur. Et là, ça devrait marcher. Oui. Comme les exceptions, genre, on les traite ou on les génère pour pardon. Les exceptions. Oui. Alors, généralement, c'est toujours pareil. Alors, du moment que quand vous travaillez avec... La dernière fois, si vous revenez à ce qu'on a fait la dernière fois, nous avons vu que pour, si vous voulez, au niveau de product item ici, nous avons vu comment gérer ces exceptions. Voyez, donc, quand vous utilisez un objet de type observable, comme on a fait la dernière fois, vous avez ici donc start with, catch error. Quand il y a erreur, on génère l'exception. Et quand on génère l'exception, dans notre template HTML, on a déjà prévu, d'ailleurs dans product list, ici, on avait prévu ça. Quand c'est en cours de chargement, on affiche loading. Quand par exemple il y a un erreur, on affiche le message d'erreur. Et quand tout se passe bien, on affiche tout simplement les données. C'est-à-dire, au niveau de la gestion des exceptions, je préfère que vous reveniez sur ce qu'on a fait la dernière fois. Bon, généralement. Mais après, s'il y a une exception que vous voulez remonter, ben, une exception, c'est un objet que vous allez, si vous voulez, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, en réalité, si vous revenez vers Action Event, vous pouvez avoir si vous voulez, trois paramètres. Le premier, c'est type. Le deuxième, c'est payload. Et le troisième, peut-être, c'est error. C'est-à-dire, si vous voulez transmettre un message d'erreur, vous pouvez le mettre dans Action Event. Ça, c'est une technique qui est utilisée. Mais tout ça, donc, on verra un peu comment est-ce qu'on pourra le retrouver. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, l'objectif, c'est de maîtriser un peu le fonctionnement de Angular. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il faut le maîtriser d'abord. Mais après, quand vous allez travailler avec NGRX, donc comme framework, lui, il prévoit déjà tout ça, tout ce qu'on est en train de faire, et il va vous donner une méthode un peu très, très simple à suivre, et dans laquelle vous allez retrouver donc pas mal de choses qui sont déjà faites. Mais ça, comme je vous disais, donc on va le voir la prochaine fois. Alors on va regarder d'abord si ça marche. Alors ici donc delete. Vous voyez, donc ça ne marchait pas de problème. On arrive bien à remonter Donc pratiquement, l'opération de décomposition, elle est terminée. Il n'y a pas de problème. Nous avons montré dans cette séquence-là donc nous avons montré dans cette séquence comment décomposer un composant. Donc vous voyez donc ici, donc là, on voit déjà comment remonter les événements avec Event Emitter. Là, on voit comment faire un input et un output. Et là encore, on est dans le troisième niveau de la hiérarchie. Comme ici, quand je clique sur Delete, qu'est-ce que je fais? Je fais Event Emitter.emit. Il va émettre un événement de suppression. Il arrive là dans le composant lui-même, il va encore émettre l'événement. C'est-à-dire il y a un événement qui remonte là et lui-même il prend le même événement et il va le transmettre, c'est-à-dire au composant racine. Et le composant racine, lui, c'est lui qui traite l'événement. Alors, mais par contre, si vous avez ici, vous voulez faire un traitement ici, vous pouvez le traiter. Alors ça c'est en quelque sorte la technique qui est utilisée souvent. Alors sauf que quand vous travaillez comme ça, vous allez voir qu'à un moment donné ça devient un peu lourd. Pourquoi? Supposons que vous avez une hiérarchie de composants qui est assez complexe, parce que souvent c'est le cas. Quand vous avez plusieurs composants, et quand vous êtes dans une hiérarchie de sous-composants comme ça, quand il y a un événement qui se produit ici, donc vous allez émettre un événement,
Et cet événement, il faut également le transmettre vers celui-là. Il faut le transmettre vers l'événement racine. Et supposons que l'événement racine lui-même, il va encore transmettre ce même événement, celui-là, et c'est celui-là qui va traiter l'événement. Et vous allez vous retrouver dans des situations comme ça, event emitter, point emit, etc. Et vous avez des inputs, des outputs, et là, ça commence à devenir très compliqué. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut penser à utiliser une autre solution. Donc, au lieu d'utiliser plutôt event emitter pour pouvoir remonter l'événement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut plutôt préférer utiliser une technique comme ça. C'est-à-dire, on va créer carrément un service dans l'application dans lequel on va définir ce qu'on appelle un subject. Et sur ce subject-là, le sujet, qui contient généralement un état, et un observable qui fait que chaque composant de l'application maintenant, quelle que soit sa nature, n'importe quel composant, il va faire ce qu'on appelle un subscribe vers le subject que vous avez, vers l'observable. Ça veut dire quoi? Quand on fait un subscribe, ça veut dire que j'écoute des événements. Et après, quand vous allez vers n'importe quel événement, ici, dans n'importe quel composant, quelle que soit la profondeur, il suffit de faire appel ici à cet observable et vous faites publish ou vous faites quelque chose, vous allez publier un événement. Donc ce qui fait que à chaque fois que vous publiez un événement sur cet observable, automatiquement les autres composants vont recevoir c'est-à-dire cet événement. Et du coup, donc là ça devient encore plus simple de gérer les événements au niveau de l'application. Alors si vous voulez, pour qu'on puisse faire ça, et ça va être la dernière partie des concepts de base de Angular,